En manchette cette semaine, nouveau directeur général à la CRE de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Hudson hosts a community consultation session to generate positive civic pride. Lancement d'un projet pilote de réparation et d'entretien de vélos à Vaudreuil-Dorion. Bonjour et bienvenue à l'hebdo régional bilingue Vaudreuil-Soulanges. Bonjour Carmen. Hi Willie, welcome to the weekly bilingual news broadcast for Vaudreuil-Soulanges. So Willie, there's a change at the CRE. Effectivement Carmen, la conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent annonce la nomination de M. Jean Hogg à titre de directeur général de l'organisation. Dans le passé, M. Hogg a entre autres occupé le poste de directeur régional à la Fédération de l'Union des producteurs agricoles de la Montérégie pendant près de 14 ans. Parmi sa vaste expérience, il a aussi œuvré comme conseiller municipal à Saint-Rémy de 2009 à 2013. M. Hogg s'appliquera à négocier des ententes spécifiques avec les différents ministères du gouvernement du Québec afin de soutenir des projets pour la région. Over 100 Hudson residents attended a strategic planning public consultation session April 26 to provide feedback to the city. The table discussion groups focused on parts of community life, including parks and recreation, culture and tourism, and public works. The event moderator described the session as a healing event following the town's recent revelations of financial mismanagement and the ongoing UPAC investigations. Mayor Ed Prévost said the session offered constructive feedback on issues including Pine Lake restoration and revitalization of the downtown business core. The mayor said a second session may be held later in the year. Depuis le 5 mai dernier, le Zèbre Rouge, une entreprise d'économie sociale en réinsertion sociale par le travail, accueillera dans ses locaux un projet pilote visant la formation générale des adultes et la formation professionnelle. En effet, une dizaine de travailleurs et de participants se sont inscrits à une formation de métier semi-spécialisée à titre de préposé en réparation et entretien de vélo, qui leur permettra au terme de la formation d'acquérir ou d'améliorer leurs compétences professionnelles. Cette formation sera accréditée par le ministère de l'Éducation, du loisir et du sport du Québec. Pour le porte-parole du Zèbre Rouge, M. Jean-Noël Bilodeau, ce projet pilote est un incroyable porteur d'espoir. NDP members of Parliament have begun a province-wide tour drawing attention to the loss of Canada Post services. Beginning in Montreal's West Island borough of Pierrefonds, local MP Lisanne Blanchette-Lamotte co-hosted the event describing Canada Post's plans to completely eliminate door-to-door delivery service and close post offices across Canada. The NDP is critical of the move that comes while Canada is facing an increasingly aging demographic. Blanchette-Lamotte said Canada is the only G7 country that plans to stop mail delivery and calls the move unacceptable. Le député fédéral Jamie Nichols invite d'ailleurs la population à une assemblée publique afin de discuter des impacts et des moyens pour sauver les services postaux. Alexandre Boulris, porte-parole du NPD, sera également présent le vendredi 16 mai de 19h à 21h au centre multisport de Vaudreuil-Dorion. 3 members of the Île-Perrot Fire Department will be taking on a physical challenge May 16th, all in support of muscular dystrophy. Marc Laplante, Véronique Bourret, and Perry Leacock will be climbing 48 stories of the Place Victoria Stock Exchange Tower, loaded down with 50 pounds of firefighting gear in the 17th Scott Montreal High Rise Challenge. To help support the team reach their $7,000 goal, go to the link on screen and search for team captain Marc Laplante. So Willie, it's getting really hard for young people to enter the job market these days. Oui, Carmen, en effet, nous avons rencontré 3 jeunes qui ont démarré un projet innovateur pour répondre à cette situation, la plateforme web Acte ton emploi. On a tendance à voir notre vie et plus particulièrement le monde du travail de façon linéaire, comme une ligne droite. Mon grand-père a commencé par suivre une formation d'électricien, est devenu apprenti, a fini par obtenir ses cartes, est devenu électricien à son compte pour ensuite de ça prendre sa retraite. Mais cette façon-là de penser ne reflète pas du tout la réalité d'aujourd'hui. Acte ton emploi, probablement, je pense que c'est important de définir ce que ça veut dire hacking, parce que la façon dont on l'utilise, en réalité, c'est pas le pirate informatique ou l'idée de faire des choses illégales.
Au contraire, c'est plus le concept de résolution de problèmes puis trouver des solutions créatives à des problématiques auxquelles on fait face. Puis donc, quand on utilise ça dans le contexte de hacker son emploi, mais c'est de trouver des solutions créatives pour aller chercher un emploi qu'on aime, puis d'aller chercher la formation qu'il nous faut ou les compétences qu'il nous faut, sans nécessairement passer par des chemins traditionnels. Donc, la façon dont on a trouvé de faire ça, c'est qu'on a rassemblé plutôt les conseils d'orientation, des entrepreneurs, des gens qui sont en emploi aussi, puis on a fait plusieurs recherches sur le sujet, puis on s'est inspiré de nos propres parcours, puis nos propres aventures, puis en fait, on veut mettre ça ensemble, puis offrir ça aux gens sous format vidéo durant une conférence web qui est disponible sur le site depuis le 22 avril, avec d'autres plus petites capsules vidéo qui ont été rendues disponibles également sur le site là, juste avant l'atelier. Je pense qu'on a tous embarqué dans le projet pour la même raison. En fait, on a tout un peu une passion pour l'entrepreneurship, les nouvelles choses, découvrir. Donc, je pense que c'est parti vraiment de là le but avec ton emploi. Puis Hack ton emploi, dans le fond, pour moi, c'est un peu une méthode d'inciter les gens à se surpasser. T'sais, on parle souvent d'amélioration continue, mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire en termes de la vie de la personne ou autre? C'est une philosophie qui est implantée dans les entreprises, mais au niveau personnel, c'est pas nécessairement toujours mis de l'avant. The entrepreneurial spirit is a mindset, actually. So, if you decide to have an employee mindset, is that you do your job daily, you go home and you sleep, you don't worry about anything. Then the entrepreneurship is to care about what you do actually, seeking for interest and getting better. So rather than just waiting for other people to tell you what to do or how to do it, I guess it's about coming up with ideas, coming up with solutions, trying to learn new things and make things better, right? So questioning all the time. Dans un contexte comme celui-là, il faut se demander, il faut se poser la question, qu'est-ce qui va bien pouvoir déclencher ces réactions en chaîne-là? Qu'est-ce qui va nous permettre d'être chanceux? Évidemment, il y a toujours l'idée de prendre des initiatives, d'être constamment dans l'action, d'apprendre des nouvelles choses puis de rencontrer des gens. L'idée est venue parce qu'il existe beaucoup de solutions. En fait, il existe beaucoup d'aides disponibles pour les gens qui sont plus en emploi du tout puis qui ont la difficulté à intégrer le marché du travail. Le problème, c'est qu'une fois qu'on est en emploi, il existe très peu de ces programmes-là qui sont toujours disponibles pour continuer d'apprendre, pour continuer de se démarquer. Puis si on veut, par exemple, passer du poste qu'on est là à quelque chose de différent, quelque chose qui nous ressemble plus. Puis donc, l'idée a été de voir, parce que ça s'appliquait à nous, évidemment, comment est-ce qu'on pouvait continuer d'apprendre, puis de se démarquer, puis d'avancer. Ça a commencé par une visite au Carrefour Jeunesse Emploi, entre autres, où j'ai dit différents intérêts, différents champs d'intérêt que j'avais, puis on a trouvé des façons que je puisse y goûter un petit peu, puis que je puisse mettre les pieds dans ces réseaux-là, dans ces domaines-là. Que ce soit le marketing, que ce soit également, j'ai fait un stage dans une station radio. J'ai commencé à m'impliquer sur un conseil d'administration, puis à rencontrer des gens et tout ça. Puis au fil du temps, j'ai réalisé qu'il y a des opportunités qui se présentaient à moi, des nouveaux emplois qu'on m'appelait sans que j'aie porté de CV parce que c'est des gens que je fréquentais dans le cadre de mes activités. Puis aussi, je pense qu'on prêche par l'exemple aussi. Tous les gens qui nous rencontrent un peu sont un peu absorbés par le projet. Je veux dire, ça encourage beaucoup de monde à continuer un peu dans la voie. Je sais que c'est une bonne manière de fonctionner, de suivre la ligne de l'école et tout ça, mais il y a des gens qui sont un peu intéressés. OK, oui, ça fit un peu plus avec moi, ça. C'est ça les motive. Puis je pense que ça amène beaucoup de gens à suivre le mouvement. Puis le point dans le fond, c'est de faire le plus qui peut manquer pour faire vraiment la différence, que ce soit une implication dans un conseil d'administration, que ce soit conseiller dans un projet ou autre. C'est d'utiliser, dans le fond, tes compétences que tu as acquises pour les rendre accessibles à d'autres. De cette manière-là, souvent, le réseau, un peu comme développer le réseau, ça va te revenir quelque part. Pour ceux que ça pourrait intéresser, en fait, c'est possible de simplement aller sur le www.hacktonemploi.com. Et puis, toutes les informations sont là. Les premières vidéos sont accessibles. Et puis, on peut s'inscrire gratuitement pour avoir accès aussi à l'enregistrement du webinaire qui a eu lieu le 22. Aujourd'hui, nous nous intéressons à un organisme communautaire méconnu de la région, l'Association de fibromyalgie et syndrome de fatigue chronique de Vaudreuil-Soulanges. Et pour nous en parler, nous recevons la directrice et présidente du conseil d'administration, Madame Hélène Pogé. Bonjour, Madame Pogé. Bonjour, monsieur. Welcome to the studio. Thanks.
Alors, Madame Poget, qu'est-ce que la fibromyalgie et le syndrome de fatigue chronique? Alors, la fibromyalgie, c'est un défaut de modulation de la douleur au niveau du cerveau. Je ne peux pas la définir plus simplement que ça. Alors, et ce défaut de modulation de la douleur-là, il vient d'une insuffisance hormonale. La sérotonine, l'épinéphrine, la norépinéphrine, la dopamine, toutes ces amines-là qui sont des hormones qui font que le circuit électrique qui conduit la douleur au niveau du cerveau est modulé, et n'est pas modulé de la bonne façon. Alors, ça provoque des douleurs qui sont baladeuses un petit peu partout. On a mal ici, puis après, on a mal aux jambes. Alors, les symptômes de la fibromyalgie, c'est une douleur qui est baladeuse, une douleur qui peut être intense. En coup de poignard, ça peut être des spasmes neurologiques. On peut les avoir au niveau des muscles, au niveau aussi des organes vitaux. Et il y a des problématiques avec la façon dont les gens gèrent ça, parce que c'est très difficile de vivre avec de la douleur constante, constamment, 24 heures sur 24. On a de la douleur. Maintenant, on va parler du syndrome de fatigue chronique. Le syndrome de fatigue chronique, c'est tout à fait différent. C'est une fatigue qui est intense, mais le nom du syndrome de fatigue chronique, vous savez, c'est pas le bon nom. C'est l'encéphalomyélite myalgique. C'est-à-dire que ça se passe au niveau du cerveau et souvent, il y a des causes virales, des causes immunitaires, auto-immunes, qui font que la personne a de la difficulté avec toutes sortes de choses. Elle est hypersensible à son milieu. Et par contre, la fibromyalgie ne se guérit pas. Il y a des bonnes rémissions, il y a des très bonnes rémissions, mais elle ne se guérit pas. Mais le syndrome de fatigue chronique, oui, il se guérit. Il se guérit. Ça peut prendre du temps, mais ça se guérit. Is there a genetic predisposition to this syndrome? Oui. Écoutez, je ne suis pas médecin et je ne prétends pas l'être. Je suis juste une vieille infirmière, OK, qui est à la retraite. Mais je dois vous dire que d'après mon expérience de 10 ans, la fibromyalgie est quelque chose qui est relié, oui. Il y a une grosse prédisposition génétique, une énorme prédisposition, ce serait inscrit sur les chromosomes. Dans des familles, on perçoit, dans des familles, il y a des gens, des femmes surtout, mais aussi des hommes maintenant, de plus en plus. On peut voir 2, 3, 4 enfants qui sont atteints. Dans la même famille. Dans la même famille. Alors, on ne peut pas nier qu'il y a une prédisposition génétique qui est là, qui est certaine. Can you give us a brief history of your organization from when it was founded up to now? Yeah. Maintenant, en 2004, j'apprends que je suis fibromyalgique. J'ai mon diagnostic et tout là. Et je cherche de l'aide. Je cherche quelqu'un qui va me dire qu'est-ce que j'ai, puis s'il y a un moyen que je puisse me prendre en main puis m'aider. Et en 2004, je cogne à la porte de plein de monde dans le milieu médical et il n'y a pas de réponse. Alors, je me suis dit, mais non, ça n'a pas de bon sens. Alors, moi, j'ai décidé, ce que je vais faire, je vais fonder l'association avec des gens qui sont autour. Alors, il y avait Nicole Lantin, il y avait Madame Diane Gosselin et il y avait moi-même. On s'est réunis ensemble et on a dit, là, on fonde une association, on fait quelque chose. Notre premier groupe d'entraide, c'était le 24 août 2004. Et là, c'était plein de monde. On est parti du C3S. Le C3S nous a donné une salle, le C3S nous a aidés à partir de notre association. Et là, c'était la foule. Alors, on s'est dit, bien, regarde, là, il y a un besoin qui est là, qui n'est pas comblé, là. Est-ce qu'on peut le combler? On s'est aperçu qu'il n'y avait pas juste un besoin. Il y avait tous les besoins fondamentaux qui n'étaient pas comblés. Pourquoi? Parce qu'un fibromyalgique, sa maladie est zonée grise, donc les médecins ont de la difficulté à comprendre,
à ajuster la médication. Zone grise parce que justement, les médecins ne comprennent pas, donc réfutent le plus souvent l'existence de la maladie. Ce n'est pas pour être alarmiste, mais depuis 2000, il y a énormément de cas de fibromyalgie. Ça a augmenté dans la région, ici, et dans d'autres régions aussi. Vous savez, c'est pas juste ici, c'est mondial. C'est mondial. Le 12 mai prochain, il y a la journée mondiale de la fibromyalgie et du syndrome de fatigue chronique. Le 12 mai prochain, c'est cette journée-là qu'on voudrait souligner. Alors, ça se peut qu'on fasse du piquetage, ça se peut qu'on fasse des choses pour pouvoir dire au public, regarde bien, là, on est là, puis cette maladie-là, elle existe, puis regarde ce qu'on vit. Quels sont les services que vous offrez aux personnes atteintes de fibromyalgie? Alors, ce qu'on fait, nous, justement, c'est qu'on essaie de défendre les droits. Et les gens qui sont souffrants, sont souvent souffrants toutes seuls. Ils se retrouvent dans leur bulle, toutes seules. Et vous savez que maintenant, on a un point de service à Saint-Zotique. Et ce point de service-là, c'est un besoin, c'est une demande d'aide qui nous a été adressée de la part de la Maison du citoyen et qui est reconduite présentement par la municipalité de Saint-Zotique. Alors, on donne des services d'une thérapeute en relation d'aide. Pourquoi? Pour panser toutes ces plaies. Puis pour arriver à dire aux gens, oui, tu peux reprendre ta vie en main, mais il y a beaucoup, beaucoup d'étapes. Alors également, nous offrons des services, des cours de tai chi, des cours de yoga et de méditation. Et ça, c'est important. Parce que c'est sûr qu'il faut bouger quand on est atteint ou du syndrome de fatigue chronique ou de la fibromyalgie. C'est important, mais bouger de façon adéquate. On ne parle pas de cardio, mais on parle justement de faire des activités et de rester active. Et aussi, on a un beau partenariat avec le câble actuel. On fait des cuisines collectives en groupe. C'est de l'ergothérapie et c'est en même temps quelque chose de festif. On se réunit ensemble, on a du plaisir, on ne se lance pas les carottes et les oignons, mais des fois on passe un oignon pour que l'autre pleure, puis ben non, mais on se taquine un petit peu, puis c'est tellement le fun. Également, au mois de septembre prochain, on va avoir un atelier d'art visuel donné par une dame qui est extraordinaire, qui est une de mes amies. Et cet art visuel-là, comment je vais vous dire, c'est grâce à l'art visuel, moi, que j'en suis sortie avec encore une tête sur les épaules. Parce que ça a été très, très, très difficile. Premièrement, il y a beaucoup de deuil, le deuil du travail, le deuil de tout, le deuil de l'ancienne vie, pour se refaire une vie. With your organization, the services that you do have, are they primarily francophone or are there anything for the anglophone population? Oui, il y a beaucoup d'anglophones qui viennent chez nous. Ils parlent un peu français et ils s'adaptent au groupe. Ça va bien. Ça va bien et on prend en considération. On prend en considération l'être humain qui est là. Il n'y a pas de francophone, il n'y a pas d'anglophone, il n'y a pas d'espagnol, il n'y a pas de race, il n'y a pas de religion. Si un Martien atteint de fibromyalgie vient chez nous, il va être bien accueilli. Madame Poget, pour ceux qui voudraient plus d'informations, comment vous joindre? Est-ce que vous avez un site web? On a un site Internet qui est, qui va passer à l'écran, où est-ce qu'on donne ce qu'on fait. Ce qu'on fait, nous, comme association. Écoutez, il y a beaucoup de plaies à guérir, monsieur. Ces gens-là qui sont fibromyalgiques arrivent chez nous en compote de pommes. Ces gens-là ont besoin d'aide. Ces gens-là ont besoin de retrouver leur dignité humaine. C'est simple, c'est ça. Je demanderais aux gens qui sont nos dirigeants. C'est vrai qu'on est en période où est-ce qu'il faut se serrer la ceinture. Serrons-nous la ceinture de bonne façon. Les organismes communautaires de la région qui sont sous-financés dans Vaudreuil-Soulanges devraient recevoir leur juste part. Bien, merci beaucoup, Madame Poget, d'être venue en studio. Je vous en prie, monsieur. Ça a été un plaisir. Thank you so much for joining us. Thank you.
Hudson musical band known as Sunfields is embarking on a 10-town tour at the end of the month to promote their latest album, Habitat, featuring music described as country-coded, acid-laced guitar pop. The tour will wrap up with a concert at their hometowns, Château du Lac Hotel, on June 7th. Un dîner et concert bénéfice est organisé pour l'église de Saint-Hélesphore dimanche le 25 mai prochain. Au programme, messe chantée à 10h30, dîner à 11h30 à la salle communautaire et à 13h30 de retour à l'église pour le concert de violon sous la direction de Jean-François McDonald ainsi que les gagnants de Montjoie en chanson qui interpréteront quelques chansons. Hudson's Greenwood Singers will be presenting Songs for Midsummer Night at St. James Church. Tickets are $25 each and include a reception after the concert. L'Église évangélique de Vaudreuil-Dorion organise un événement de partage de biens le samedi 24 mai prochain. Différents items domestiques seront disponibles gratuitement dans le but de promouvoir le recyclage et la réutilisation. Hudson's Greenwood Center will present the movie The Gimli Miracle, based on the 1983 incident of a Boeing 767 jet that ran out of fuel in mid-air over Gimli, Manitoba. Join some of the crew and passengers who were present at this remarkable event in our aviation history at the Hudson Village Theatre, Monday, May 27th. Tickets are $25 for the film, the presentation, and a reception. Carmen, l'arrêt de la livraison à domicile par Post Canada est un dossier très préoccupant. It really is, and if you want to know more about it, go to the Centre Multisport in Vaudreuil-Dorion, May 16th. We'll keep you posted. Merci Carmen, bonne semaine. Thank you, Willie. Have a good week. Vous voulez présenter une section de l'hebdo régional bilingue de Vaudreuil-Soulanges? Contactez notre équipe pour savoir comment votre logo pourrait être vu par les centaines de citoyens qui nous regardent chaque semaine à la télévision et sur le web. La capsule qui suit est une présentation de la Conférence régionale des élus de la vallée du Haut-Saint-Laurent. Les avantages d'avoir des entreprises d'économie sociale sur leur territoire, ils sont nombreux, mais pas nécessairement associés au profit, comme on l'entend habituellement, plus d'argent, plus de bénéfices économiques. Les bénéfices sont davantage au bien-être des gens et ce genre d'entreprise-là qu'on met en place, ils sont plus susceptibles d'améliorer la qualité de vie des citoyens que de permettre des gens de s'enrichir davantage. C'est que ça remet à la communauté tout l'argent généré par l'activité de cette entreprise-là. Étant donné que les entreprises d'économie sociale, ce sont des entreprises habituellement locales ou à tout le moins régionales, l'argent reste dans la communauté. Il n'y a pas personne qui se met plus riche avec les profits qu'on peut faire, mais cependant, l'entreprise est plus riche en emplois. Beaucoup d'emplois sont créés directement à partir des profits que nous faisons. Depuis 2005, on a perdu un paquet d'emplois dans la MRC du Haut-Saint-Laurent avec les usines de textiles qui ont fermé leurs portes. Ici, on en crée 11 présentement. On a 11 emplois, dont 9 qui sont subventionnés par Emploi Québec. Juste là, ça stimule l'économie, c'est des gens qui travaillent. On insère des gens ici en emploi, c'est des gens qui reviennent sur le marché du travail. Ça, c'est le premier impact qu'on a socialement ici. C'est des gens qui ne travaillaient pas, qui reviennent, qui se réinsèrent dans le marché de l'emploi. On les prépare.
Mais la création d'emplois qui se fait, la formation qui est donnée à des gens qui ne trouveraient pas souvent d'emploi dans un domaine plus payant, bien, cette formation-là permet une réintégration sociale. Le fait d'avoir l'économie sociale comme modèle de gestion, ça ouvre à des partenariats. Et ces partenariats peuvent être avec des gens du privé, des entreprises institutionnelles ou même gouvernementales. La friperie communautaire a une quinzaine de partenaires présentement. On a des partenaires qui nous ont donné un joyeux coup de pouce en offrant, par exemple, des services gratuits. Par exemple, comme la CEDEC qui a aidé à l'élaboration du plan d'affaires, la CDC aussi. On a aussi le SRSOR qui est un bon partenaire qui nous a aidé à mettre en place, sans qu'on ait à payer un plateau de travail pour les gens qui viennent ici participer. Donc, on compte vraiment sur une multitude de partenaires qui nous aident de différentes façons. La promotion de l'économie sociale est importante parce qu'on connaît peu l'économie sociale et on s'imagine qu'il y a très peu de raisons d'être d'une entreprise d'économie sociale. Et plus on en parle, bien, plus il va y avoir des gens qui ont de l'imagination, qui vont trouver une bonne raison de pouvoir se mettre ensemble et de promouvoir leur entreprise d'économie sociale envers la communauté. Les entreprises d'économie sociale font participer le communautaire. Elles permettent à des individus de s'insérer ou de contribuer à la communauté, au bien-être de la communauté. Et cette partie du lien-là qu'on établit avec les entreprises, bien, ça nous fait grandir comme ville. Ça nous fait comprendre qu'au-delà des piastres et des cents, il y a une dimension beaucoup plus riche encore, qui est celle de travailler avec des individus, travailler avec les humains qui forment notre communauté. Alors, ce sont les humains qui sont nos citoyens, qui permettent à cette économie-là de s'épanouir et d'offrir des services dans un sens plus large à l'ensemble de la population.